Hey, salut tout le monde, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant que la saison 2 Pro B s'est terminée, mais mieux vaut tard que jamais, je décide enfin de sortir ma vidéo qui retrace le bilan de cette magnifique saison de Pro B que nous venons de vivre. Alors, au programme de cette vidéo, tenez-vous bien, ça va être hyper intéressant et palpitant. Je commencerai par une petite analyse personnelle des prévisions au classement que l'on faisait en début de saison, et viendra le moment de parler des faits marquants, performances individuelles, déboires financiers, évolution et temps de jeu des jeunes. Vous allez voir, nous aurons beaucoup de choses à se dire. Allez, c'est parti, let's go! Commençons déjà par voir quels étaient les 18 clubs engagés cette saison en Pro B. Et vous savez quoi? Tiens, faisons un petit jeu. Quand je vous le dirai, j'essaierai d'énumérer le plus vite possible ces 18 équipes en les identifiant grâce à leur logo. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi pour voir qui est le plus rapide. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, Poitiers, Boulazac, Pau-Orthez, Fos, Denain, Lille, Nantes, Évreux, Angers, Orléans, Champagne Basket, ASA, La Rochelle, Rouen, Vichy, Saint-Chamond, Aix-Maurienne et Antibes. Ouh! Je pense que je vous ai battu, mais sait-on jamais. Alors, trêve de bavardage. Maintenant, voyons, ce qui est intéressant de nommer, c'est qu'il y avait 4 clubs qui, il y a 2 ans, n'évoluaient pas dans cette division. Parce que oui, il y a des clubs qui sont descendus de Betclic Elite, et au contraire, d'autres qui venaient de l'étage inférieur et qui sont montés de National 1. Alors déjà, il y avait 2 clubs donc, qui sont issus de Betclic Elite, qui sont descendus, ce sont Pau-Orthez et Fos-Provence. Et du côté des promus, eh bien, il y avait Poitiers et Rouen Basket. Maintenant, faisons un point sur les budgets et les masses salariales des clubs de cette saison. Commençons d'abord par les budgets. Comme on peut le voir sur le visuel, c'est Pau qui est descendu avec le plus gros budget, mais on le sait, le club est endetté. Derrière, c'était Antibes qui revenait, suivi de Orléans, Champagne Basket et enfin Boulazac, qui forment donc le top 5 des clubs avec les plus gros budgets. On peut quand même souligner un sacré écart entre Pau qui possédait le plus gros budget et Boulazac le 5e. A l'inverse, en bas de classement, on retrouve Aix-Maurienne, Évreux, Lille, qui possèdent le plus petit budget avec 1,9 million, soit 3 millions de moins que Pau-Orthez. Maintenant, si on va du côté des masses salariales, donc les masses salariales, c'est le budget qui est censé pouvoir payer les salaires des joueurs et du staff technique, on voit qu'il y a quelques écarts avec le budget, mais que globalement, la logique est plutôt respectée. On va retrouver Antibes, Pau, Orléans dans le top 3 des masses salariales, et en fin de peloton, c'est plutôt Vichy, Lille et Évreux qui ferment la marche avec environ 500 000 € de différence entre les plus petites et les plus grosses masses salariales. Maintenant, vous vous demandez pourquoi je me suis intéressé aux moyens des différentes équipes. Eh bien, c'est tout simplement parce que, au regard des moyens des clubs et du début des recrutements, on peut se dire que certaines équipes étaient plutôt pressenties pour jouer soit le haut du tableau, soit au contraire le maintien. Typiquement, Antibes, Pau, Orléans et Champagne Basket, avec leur gros budget, étaient attendus plutôt dans le top 4, alors que de l'autre côté, en ce qui va concerner le maintien, on est plutôt sur des clubs comme Aix-Maurienne, notamment, qui est habitué à évoluer dans les bas-fonds des classements chaque année, ou bien même Vichy, j'ai envie de dire, qui avait perdu énormément de joueurs de belle valeur, comme Trey Boyd, par exemple, qui est parti au Japon, Yvan Février, qui a signé à l'étage supérieur en Betclic Elite, ou même Thomas Ville. Des joueurs expérimentés avec beaucoup de talent, qui au final ont été remplacés par une construction d'effectifs beaucoup plus jeune, mais néanmoins prometteuse sur le papier. Et enfin, on pouvait également s'attendre à ce que Lille, avec toujours des moyens très limités, pouvait connaître une saison délicate. Alors, par rapport à ces prévisions faites par rapport aux moyens des clubs, est-ce qu'elles se sont révélées pour la plupart exactes? Voyons tout de suite en image le classement. Ce que l'on peut constater, c'est que les moyens ne conditionnent pas toujours les résultats. Aucune équipe du top 3 des budgets et de masse salariale n'a terminé dans le top 3 de la saison et n'a été loin en play-off. Et en fin de classement, on pouvait prévoir l'enfer. À Vichy ou à Lille, par exemple, il n'en a rien été. Par contre, la logique a été plutôt respectée pour 2 autres clubs en difficulté, et en difficulté en termes de budget et de masse salariale, que sont Angers et Évreux. Et malheureusement pour eux, 2 clubs qui étaient à un cheveu des playoffs l'année dernière. La transition est toute trouvée, je vais maintenant vous dévoiler les équipes qui m'ont déçu, et au contraire, celles qui m'ont agréablement surprise. Je vais commencer par Pau-Orthez. Pau-Orthez, déjà, on est sur un club historique qui évoluait la saison passée, il y a 2 ans, en Betclic Elite. Du coup, il y a forcément des attentes supplémentaires. On est sur le club, je le disais, qui possède le plus gros budget de la division,
qui a effectué un recrutement, on va dire plutôt clinquant, hein, avec des joueurs référencés de Betclic Elite. Déjà Kendall Anthony, un meneur qui a évolué du côté de Gravelines et qui avait été très bon en première division. Gavin Kensmill, il y a 2 ans, qui avait marché sur toutes les raquettes de Pro B avec Aix-Maurienne, et encore on retrouvait des joueurs qui ont évolué dans l'élite. Gaylor Currier, Adassane, Travis Munnings qui a été très bon en Pro B, Michael Ogun également. Donc voilà, on pouvait s'attendre à quelque chose de vraiment très sympathique du côté de l'élan Béarnais cette saison. Mais voilà, je reste déçu parce que Portez a terminé 7ème, aurait très bien pu ne pas effectuer les playoffs, mais si je les place qu'à la 3e place de ce podium, c'est parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Très vite, on a vu les limites de cet effectif avec un roster assez court, au final, un banc très jeune, très inexpérimenté, et il y a également eu le facteur malchance, blessure, où Gaylor Currier a manqué la majorité de la saison. Kendall Anthony s'est blessé assez vite, remplacé par Javon Masters. Travis Munnings également a passé un petit peu de temps à l'infirmerie, donc déjà quand t'as un roster court, si t'enchaînes les blessures, tout de suite ça devient plus compliqué. Mais voilà, ça reste une petite déception. Orléans, ça peut paraître surprenant, puisqu'ils ont terminé à la 4e place de la saison, donc un classement qui est assez logique au final au regard des moyens, du budget, de la masse salariale de ce club-là. Mais pour moi, Orléans, c'est peut-être même ma plus grosse déception. J'aurais très bien pu les mettre à la première place de ce podium. Donc ça va être un petit peu l'instant coup de gueule, c'est vrai, mais je suis extrêmement déçu de la saison des Orléanais. Alors pourquoi ? Donc ils ont terminé 4e comme je l'ai dit, mais déjà premièrement je suis déçu parce qu'ils nous ont donné de l'espoir. Ils ont commencé avec un début de saison excellent, avec 6 victoires en 7 matchs, et là on se disait, moi le premier, purée Orléans, ouais ça va peut-être le faire, ils vont peut-être jouer le top 2, ils vont peut-être jouer le top 3. Donc début de saison tonitruant, un Orléans solidement accroché dans le top 3 jusqu'au tiers de la saison, avec là aussi un recrutement plutôt très intéressant et clinquant, avec des étrangers assez référencés sur le papier, Khalil Dukes, Stephen Smith, très intéressant, Petit Nyang également dans la raquette. On se dit que Orléans a un effectif pour aller très loin cette saison. Deuxième déception là aussi avec Orléans, je suis déçu parce que on l'a vu en fin de saison dernière, quand il y a eu l'inauguration de leur salle, Comet, qui est l'une des plus belles salles de France, quand tu as un outil, quand tu as un public qui te suit comme ça, avoir ces résultats-là, à domicile notamment, pour moi, c'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Orléans, c'est 9 victoires et 8 défaites à domicile. Ils sont à peine à l'équilibre dans leurs résultats à domicile. Pour moi, c'est quasiment une faute professionnelle. Par exemple, leur bilan à l'extérieur est lui de 11 victoires pour 6 défaites. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs quand ils évoluent à l'extérieur qu'à domicile. Pour moi, là, il y a un problème. Tu finis à domicile en roue libre la saison, et quand je dis en roue libre, c'est bien en roue libre. Ils ont fait 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs à domicile, c'est juste pas possible. Tu perds contre Champagne Basket de 4 points, tu perds de 4 points contre Angers, le dernier qui a galéré toute la saison comme c'est pas possible, et c'était pas en hold-up, puisque Angers menait de 10 points à 1 minute de la fin. Tu en prends 16 contre Boulazac, alors qu'en le prenant, tu pouvais encore espérer terminer à la 3e place, et tu finis la saison, dernier match, n'importe comment contre Aix-Maurienne, qui avait déjà validé son maintien. En gros, tu as 2 matchs chez toi pour terminer la saison et pour aller chercher la 3e place, et tu les perds, donc une dynamique vraiment cata pour démarrer les playoffs. Et là encore, rebelote, les playoffs d'Orléans, parlons-en. Alors, bon, tu fais le taf chez toi sur le premier match, tu bats Rouen, tu perds le match 2, ce qui t'offre un match décisif à la maison. Et là, je pense que vous voyez très bien là où je veux venir. Hein. Ouais, vous avez bien deviné, c'est encore pire que ce que vous pouviez imaginer. Match serré, 1 point d'écart à la fin du 3e quart-temps. Tu te dis que, bon, en étant à domicile et avec l'appui du public, Orléans, ça va le faire. Ils vont réussir à renverser la vapeur. Et non, le dernier quart-temps, le plus important de ta saison, eh bien, tu le perds. Et tu le perds, c'est un euphémisme, puisque tu perds le dernier quart-temps de 20 points, tu te prends 34 points dans le museau dans le dernier quart-temps, et tu perds donc le match 3 décisif qui pouvait t'emmener jusqu'en demi-finale. Tu te fais massacrer au rebond, 19 rebonds à 46 pour Rouen. Franchement, pour moi, c'est inacceptable et je suis extrêmement déçu de cette saison et surtout de ce finish et de ces résultats et de cette irrégularité chronique à domicile des Orléanais. Rouen a pris autant de rebonds offensifs sur le match décisif que Orléans de rebonds dans le match.
Enfin bref, je pourrais encore en parler pendant, je pense, des heures, tellement ça m'a frustré, et j'ai plaint les supporters d'Orléans cette saison. C'était d'une irrégularité, quand tu les attendais, ils ne gagnaient pas, et quand tu ne les attendais pas, c'est là qu'ils gagnaient. Franchement, ça a été une saison très compliquée, je pense, à vivre pour les supporters d'Orléans. Et donc, à la première place de ce podium des équipes décevantes, alors, vous l'avez compris, hein, j'ai été bien chaud sur Orléans, que j'aurais pu mettre à la première place, mais il y a une autre équipe qui m'a aussi déçu, alors pas pour les mêmes raisons, c'est Antibes. Et oui, comme bon nombre d'observateurs, je m'attendais à une très grosse saison de la part des Sharks, qui veulent remonter rapidement dans l'élite, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Antibes avait mis le paquet l'été dernier, avec un recrutement de très grosse qualité. Je pense qu'on peut dire vraiment sans trembler du menton que Antibes avait peut-être la meilleure raquette de la division cette année, en tout cas sur le papier, avec déjà d'une part la signature de Mathieu Boyer, qui a vraiment dominé pendant 2 à 3 saisons sous les couleurs de Saint-Chamond, peut-être même le meilleur intérieur cette saison de Pro B. Ils ont recruté également Luis Gavrilovic, qui provenait de l'ASA, qui avait effectué un très bon début dans l'antichambre de la Betclic Elite. Et puis, on a une pépite comme Zachary Perrin, qui en fin de saison dernière déjà avait montré des flashs hyper intéressants. Donc avec ces 3 joueurs-là, on avait une raquette vraiment extrêmement solide. Mais c'est pas tout, puisqu'à côté de ça, tu viens faire signer Bubu Palo, le meneur qui évoluait il y a des ans du côté d'Evreux, un joueur vraiment très bon. Garlon Green, qui venait de Betclic Elite, et qui avait été plutôt intéressant à Foss en première division. Donc voilà, avec tout ça, Antibes s'est quand même construit une armada très intéressante. Et au final, eh bien, la mayonnaise n'a pas pris, mais alors pas pris du tout. Le début de saison a été catastrophique, avec 9 défaites sur les 11 premiers matchs, ce qui a amené l'éviction du coach Daniel Goethals, remplacé par J.D. Jackson. Et puis, eh bien, malheureusement, Antibes s'est peu à peu relevé sur la deuxième partie de saison, mais c'était trop tard. Quand tu commences le championnat avec 9 défaites en 11 matchs, tu ne peux pas nourrir beaucoup plus d'ambition. On l'a vu en première division avec Gravelines, qui a commencé, je crois, la saison avec 10 défaites de suite. Eh bien, ils ont assuré un maintien tranquille, mais pour aller essayer, espérer décrocher les playoffs, c'est beaucoup trop compliqué. Et donc, pour moi, ça reste quand même, au vu des moyens, au vu des budgets, au vu du recrutement qu'a effectué Antibes, ça reste vraiment une très grosse déception, et notamment le fait de commencer la saison avec 9 défaites en 11 matchs. Alors, maintenant, passons aux perspectives un petit peu plus réjouissantes, enfin, beaucoup plus réjouissantes même, puisque je vais parler de mon podium des équipes qui m'ont agréablement surprise. Je crois que c'est exactement pareil que l'année dernière, j'ai placé Lille. Maxime Bézin et son équipe ont encore fait déjouer les pronostics cette saison. L'an dernier, Lille avait déjà surpris en terminant 4e. Cette année, ils ne sont pas aussi hauts puisqu'ils terminent 11e, mais à seulement une victoire des playoffs. Lille, il faut le rappeler, c'est le dernier budget, la 16e masse salariale, donc des moyens vraiment ridicules. Donc on parle d'un des clubs les plus pauvres du championnat, qui a dû faire des paris, qui a responsabilisé des joueurs français, et on peut le dire, c'est que le pari a été gagné, notamment avec l'intérieur Marcus Santos Silva, qui a réalisé une très belle saison, au point d'être nominé pour être élu MVP de Pro B, un titre qui a été remis à Trey Buchanan, mais Marcus Santos Silva, sa saison lui a permis d'être signé par Saint-Quentin la saison prochaine, et il évoluera donc à la rentrée en Betclic Elite, et il jouera une Coupe d'Europe. Donc ça illustre bien le fait que Lille a dû réaliser des paris, et ces paris ont été payants. Donc un maintien acquis vraiment sans trembler, en s'appuyant sur une défense très solide, la 3e meilleure défense de la division, une équipe combative, vraiment c'est le maître mot, qui ne lâche jamais rien, et avec un petit peu plus de régularité, peut-être sur la fin de saison, eh bien Lille aurait très bien pu aller chercher sa qualification en play-off. Donc chapeau Maxime Bézin, et vous inquiétez pas, on reparlera de Lille à la fin de cette vidéo. Alors, à la 2e place, Vichy, forcément, et Vichy, que dire de Vichy? Beaucoup d'observateurs, moi y compris, avaient très peur en début de saison pour Vichy. Avec une baisse conséquente de budget et de masse salariale, un recrutement très vert, vraiment très jeune, inexpérimenté, qui aurait pu prédire une telle saison, une telle régularité dans les performances pour cette jeune équipe vichysoise? Eh bien, là aussi, tout le crédit et le mérite en revient au coach, Guillaume Vizade, et à son coaching staff. Vichy a une nouvelle fois connu les playoffs et a même réalisé sa meilleure saison depuis que Guillaume Vizade a repris l'équipe. En parlant de Guillaume Vizade, on peut mettre en avant que c'est le coach qui responsabilise et donne le plus sa chance aux jeunes, et ça c'est aussi à souligner puisque presque la moitié de son équipe est composée de joueurs de moins de 23 ans. Et avec réussite,
En plus, puisque Vichy, c'est la meilleure attaque de la division avec près de 85 points inscrits par match, un trophée remporté, la Leaders Cup et une nomination, une sélection All-Star Game, notamment pour Guillaume Wizard, en rotation, bien évidemment, en adjoint d'un coach de Betclic Elite. Guillaume Wizard peut donc partir avec le sentiment du devoir accompli, puisqu'il va rejoindre à la rentrée le MSB avec dans ses bagages son joueur Noah Penda. Bravo Vichy, bravo Guillaume Wizard. Je sais que pas mal de personnes auraient tendance à placer Vichy comme équipe la plus surprenante de cette saison, positivement. Mais pour ma part, vous le voyez avec le drapeau qui est derrière, vous le voyez avec ce t-shirt, je ne pouvais pas ne pas mettre La Rochelle, le club champion. Au même titre que Vichy, pas grand monde forcément ne s'attendait à ce que les Rochelais soient aussi hauts au vu de leurs moyens. On parle d'un club vraiment qui a un budget middle, hein, ils sont 11e au classement des budgets ou des masses salariales je crois. Eux aussi, ils ont dû faire des paris qui ont été là aussi extrêmement payant, franchement, avec les recrutements de Trey Buchanan, de Djibril Bello, deux joueurs que personne ne connaissait. On peut souligner le gros et le bon travail des dirigeants et du staff qui ont parfaitement ciblé les lacunes d'il y a 2 ans, à savoir le manque d'adresse extérieure. Résultat, signature de Trey Buchanan et de Johan Löfberg pour amener ce danger. Manque de qualité athlétique également dans le secteur intérieur avec Rufin Kayembe qui a été remplacé par Djibril Bello qui a amené plus de verticalité, plus de présence dans la peinture, avec en prime l'ajout de Matteo Leray et Savista, un collectif qui a très vite pris la meilleure défense de Pro B et de loin avec 70 points seulement encaissés en moyenne, donc rien à redire, franchement. C'est la meilleure équipe qui a remporté le championnat et 2 fois la saison régulière avec 3 victoires d'avance, je crois. Et puis, ils ont remporté les playoffs. Donc, que dire? Une saison exceptionnelle en étant invaincus à domicile. Si, je ne compterai pas la défaite lors du dernier match à Nantes puisque La Rochelle était un petit peu en roue libre et qu'ils ont perdu sur un tir au buzzer, je crois. On peut aussi ajouter pléthore de distinctions individuelles pour La Rochelle, sélection All-Star Game là aussi pour le coach Julien Cortet et Trey Buchanan qui a été élu MVP de la saison régulière et aussi MVP des finales de playoff. Donc franchement, une saison de rêve pour La Rochelle que personne n'attendait à ce niveau. Donc chapeau, vous avez été l'équipe la plus dominante, la plus excellente et la plus surprenante positivement de cette saison. Ah, ça y est, je me suis bien échauffé, je me suis bien lâché, j'ai bien été dithyrambique envers les équipes qu'il fallait souligner. Maintenant, venons-en à la catégorie peut-être la plus intéressante, celle des faits marquants. Lorsqu'on parle des faits marquants, forcément, on a envie de penser aux meilleures performances de la saison, individuelles notamment. Alors, je commencerai avec la personne, plutôt le joueur qui a réalisé le carton. Le carton en termes de scoring cette saison, c'est forcément le MVP. Qui d'autre que le MVP Trey Buchanan. Rappelez-vous de son match énormissime à Denain où il a battu le record de points de la saison en Pro B. 45 points avec un très beau, un très magnifique 8 sur 9 à 3 points accompagné de 5 rebonds, de 4 passes pour 49 d'évaluation. 49 d'évaluation, là aussi c'est le record à l'évaluation de la saison. Autre carton, c'est l'œuvre d'un Orléanais, Jean-Fabrice Dossou, parce que oui, il faut le dire, quand Orléans fait du bon aussi, eh bien l'intérieur, le jeune intérieur orléanais a capté pas moins de 18 rebonds, et là aussi je crois que c'était contre Denain. Apparemment, Denain, c'est l'équipe contre laquelle il faut jouer si vous voulez battre des records. Cette fois, du côté des passes décisives, eh bien ce n'est pas un, mais bien 2 joueurs qui ont réalisé le record de passes lors de cette saison. On retrouve le meneur de Denain. Décidément, Denain aime bien être dans cette catégorie. Courtney Fortson et également le meneur de Poitiers, Lucas Rupnik, qui ont réalisé pas moins de 15 passes décisives. Passons maintenant à une catégorie beaucoup moins réjouissante. Ce sont les déboires financiers des clubs qui ont touché les pensionnaires de la Pro B. On va commencer par un club qui est celui de Angers. Donc, Angers a connu pas mal de déboires et de problèmes cette saison, notamment financiers et sportifs, avec déjà des blessures à répétition d'un côté, et de l'autre côté, donc je le disais, des problèmes financiers qui sont venus un petit peu entacher la saison du club, qui les ont empêchés de recruter des pigistes médicaux. Et l'apothéose de ces difficultés, c'est bien ce match, le 27 décembre à La Rochelle, où
La Rochelle a refusé de déplacer le match, mais voilà, Angers avait une épidémie de grippe, avait des blessures, ce qui fait que Angers s'est déplacé avec seulement 4 joueurs professionnels valides du côté de La Rochelle. Et Angers, d'ailleurs, qui n'avait présenté que 5 joueurs sur la feuille de match, eh bien malgré tout, ils se sont battus avec corps, avec cœur, et ils ne se sont inclinés que de 8 points. Un petit exploit, sachant que La Rochelle survolait le championnat et que de l'autre côté, eh bien Angers était dernier. Autre fait marquant, toujours sur Angers, c'est que leurs problèmes financiers, le manque de perspective, le fait de ne pas pouvoir recruter de joueurs pour remplacer des blessés, eh bien ça a entraîné plutôt du côté de la fin de la saison d'ailleurs le départ de leur coach Ali Bouziane qui a rejoint donc Denain. Et le fait aussi marquant, c'était que je crois 1 ou 2 matchs après, eh bien Ali Bouziane du coup devait rencontrer Angers avec son nouveau club de Denain. Donc voilà, ça illustre un petit peu toutes les difficultés par lesquelles sont passés le club de Angers, malheureusement, qui est descendu en National 1, qui aurait pu être repêché, mais dû à leur situation assez compliquée, Angers a préféré plutôt rester en National 1. Autre club qui a connu des problèmes financiers, et c'est très malheureux de le dire, mais c'est Lille. C'est Lille, c'était le plus petit budget. Ils avaient une très faible masse salariale. On le sait déjà depuis l'année dernière que les finances lilloises sont dans le dur. Et lors de la fin de saison et du montage des budgets prévisionnels pour la saison à venir, la DNCCG, donc la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion, avait déjà alerté sur la situation de Lille. Ce qui a poussé le club notamment à ouvrir une cagnotte participative en ligne pour pouvoir récolter les fonds nécessaires pour pouvoir s'engager dans le championnat. Malheureusement, ça n'a pas suffi et Lille a dû se résoudre à déposer un dossier de candidature pour évoluer en National 1, alors que Lille n'est pas descendu, je le rappelle, ils ont terminé 11e de la saison. Malheureusement, la DNCCG a de nouveau refusé l'engagement du club de Lille et donc Lille va donc mettre la clé sous la porte et disparaître. C'est vraiment un crève-cœur pour tout ce que fait le club lillois. On est sur un club d'une grosse agglomération, donc c'est vraiment très malheureux à la fois pour le joueur, pour le staff, mais aussi pour tous les bénévoles et pour tout l'encadrement et toutes les personnes qui évoluaient au sein de la structure lilloise. Et jamais 203, comme on dit, voire même 4. Ça a été déjà assez largement médiatisé comme ça, mais les Mets 92, l'ancien club de Victor Wembanyama et de Bilal Koulibaly, a mis la clé sous la porte. Et oui, le club des Mets devait évoluer en Pro B à la rentrée, puisqu'ils ont terminé bon dernier de Betclic Elite. Malheureusement, le club va disparaître au même titre que Lille. Il y a d'autres clubs également qui ont un petit peu de difficultés. On peut nommer Évreux également, dont les finances sont un petit peu instables. Et puis le Champagne Basket aussi, qui a déjà annoncé il y a quelques semaines une baisse de 20 à 25% de son budget, avec une fusion entre Champagne et entre Reims, malheureusement, qui n'aura pas répondu à toutes les promesses. Donc voilà, on le sait, le basket français en général progresse, mais voilà, sur les derniers mois, il y a quand même plusieurs situations financières de clubs professionnels qui sont préoccupantes, je pense que c'est le terme, qui sont assez préoccupantes. Et encore, on pourrait cibler d'autres exemples, même si, voilà, on n'est pas forcément sur les mêmes éléments, c'est aussi des problèmes de gestion. Mais on peut nommer également les 2 clubs rivaux, Pau Arthez également, qui a connu un sacré épisode avec les repreneurs américains, qui sont heureusement depuis partis, et puis le CSP Limoges, bon voilà, c'est peut-être l'épisode et le dossier qui a fait le plus de bruit tout au long de la saison. Sujet beaucoup plus glorieux maintenant, et peut-être même le plus intéressant et le plus palpitant de cette vidéo, c'est que je vais vous parler de la responsabilisation des jeunes joueurs, parce que oui, l'antichambre de la Betclic Elite, la Pro B, est peut-être l'un des championnats où l'on donne le plus sa chance aux jeunes joueurs, et ça c'est extrêmement intéressant. Et oui, parce que j'ai fait le compte, j'ai essayé de comptabiliser les joueurs de moins de 21 ans qui ont disputé au moins 15 minutes de moyenne au sein de leur club cette saison en Pro B. Eh bien, il y en a 19. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y en a 19. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus de... il y a quasiment un jeune joueur de moins de 21 ans par équipe de Pro B qui a au moins 15 minutes de moyenne au sein de son club. C'est quelque chose qui est assez phénoménal quand on sait que, d'ordinaire, les clubs français, notamment de Pro B, ont tendance à donner beaucoup plus de responsabilités à des joueurs étrangers parce qu'il y a un besoin de résultats qui est fort. Donc ça veut dire déjà plusieurs choses. Ça veut dire déjà que les mentalités évoluent et également que les coachs n'ont plus peur de mettre des jeunes sur le terrain et que ces jeunes-là, ils apportent satisfaction et ils performent. Et ça, on peut souligner la qualité française qui nous permet
de mettre des jeunes joueurs sur le terrain beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt et qui performent. Donc ça, c'est très intéressant. Parmi ces joueurs-là, donc on a un petit peu de tous les profils. On a des extérieurs, on a des intérieurs, on a des joueurs qui jouent peut-être un petit peu plus que d'autres qui vont jouer un petit peu moins et surtout qui ont des responsabilités qui sont aussi disparates. Par exemple, un Daliladi, j'aurais presque pu ne pas le mettre dans cette catégorie puisqu'il n'a disputé que 14,5 minutes de jeu en moyenne et il a forcément beaucoup moins de responsabilités au sein de son club qu'un Ilias Kamardine, qu'un Lucas Duféal ou qu'un Matteo Leray, par exemple, ou qu'un Zachary Perrin. Malgré tout, ce qui est intéressant de noter, c'est que on voit déjà dans cette liste qu'il y a des joueurs qui ont performé, qui ont eu de vrais gros rôles. Je parlais de Vichy tout à l'heure avec le fait que Guillaume Vizade responsabilisait énormément son équipe. Eh bien, tous les joueurs que l'on voit dans cette liste et qui sont à Vichy, eh bien, c'est des joueurs qui sont plus ou moins cadres dans leur équipe. Lucas Duféal aurait, je pense, assez naturellement et logiquement pu être élu parmi les meilleurs défenseurs de Pro B. Ilias Kamardine a réalisé une saison fantastique et évoluera d'ailleurs au sein du club qu'il avait prêté à Vichy, la JDA Dijon, à l'étage supérieur. Matteo Leray va rester à La Rochelle et évoluera en Betclic la saison prochaine plutôt. Donc, on voit que c'est vraiment très intéressant et que ça permet vraiment à un jeune joueur d'avoir un terrain d'expression, mais aussi de pouvoir avoir de l'exposition pour se montrer et pouvoir peut-être dans 1-2 ans aller plus haut. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que la saison prochaine, il faudra absolument suivre la prochaine saison. Si vous avez raté les annonces, il n'y aura pas 18 mais 20 clubs la saison prochaine. Donc en Pro B, plus que jamais, ce sera la guerre avec des effectifs qui feront, heureusement pour nous, toujours la part belle aux jeunes. Donc rendez-vous à la rentrée pour observer nos pépites françaises de demain. Mais d'ici là, pas d'inquiétude, je vais continuer de vous régaler en vous préparant du contenu de qualité cet été. N'hésitez pas à me dire, vous, quel bilan vous tirez de cette magnifique saison 2023-2024 de Pro B. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!